Allez, super. Merci à tous. Je me joins à Thomas pour vous remercier. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ces webinaires. Donc, eh bien, on en est ravis. C'est toujours des bons moments pour nous. En quelques mots pour vous introduire la séquence du jour. Donc, on va axer ça, on va dire, sur deux parties. Une première partie qui sera plutôt liée à la comptabilité carbone au niveau des outils et des mécaniques de compensation carbone historiques. On essaiera de mettre le doigt sur les vertus et quelques limites constatées pour pouvoir poser des axes de réflexion et d'alignement pour les prochaines années. Et ensuite, mes amis de Pure Projet vous feront un focus sur le label bas carbone. Et on a la chance d'avoir aussi deux intervenants témoins qui vont pouvoir apporter leur éclairage sur chacune des parties. Donc, je les remercie également d'avoir bien souhaité contribuer avec nous. Le sujet carbone au sens large, c'est un sujet que, au moins personnellement, chez Ecodev, on adresse depuis pas mal de temps, puisqu'on on fait partie des sociétés qui ont été formées il y a à peu près une dizaine d'années. Et on va dire que historiquement, la démarche qui était incitée auprès des organisations était celle de, dans un premier temps, mesurer son empreinte, mener des efforts de réduction et de compensation. Donc pour cela, il existe des outils. En France, bon, on connaît très très bien la méthodologie bilan carbone qui avait été portée par l'ADEME historiquement et qui aujourd'hui sous l'égide de l'association Bilan Carbone, la norme ISO 14064 et puis l'équivalent du bilan carbone anglo-saxon, le GHG protocole. J'ai volontairement mis des petits points sur la partie réduction, puisque effectivement, hormis quelques outils comme le système de management, donc SMGES de l'ADEME, en termes de pilotage, il existait assez peu d'éléments. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puis sur le sujet de la compensation carbone, différents types de labels qui sont pas représentés ici de manière exhaustive, qui garantissent une certaine crédibilité et qualité des différents projets de compensation carbone. Sur le sujet du marché de la du marché carbone et notamment de la compensation, pour redonner juste quelques éléments de repère. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Justin de InfoCC est dans la salle aujourd'hui, mais on le remercie. On a eu l'occasion avec Pure Projet de faire pas mal de webinaires avec eux. Donc, la vocation d'InfoCC, c'est de démocratiser ces sujets et de sensibiliser autour du sujet de la compensation carbone. Ça me permet de les saluer. Donc, pour que tout le monde soit aligné sur, on va dire, les terminologies et la sémantique utilisée, et en fait, il y a deux marchés du carbone. Il y a un marché réglementé qui est celui du quota des émissions et qui concerne plutôt des industriels gros émetteurs et qui fonctionne sur un service d'échange, donc un vrai marché type un marché boursier avec des quotas d'émissions qui leur sont alloués et ensuite qui vont pouvoir passer de main en main et donc qui sont sujettes à un cours. On a le marché volontaire du carbone où là, on est vraiment sur un mécanisme complètement, comme son nom l'indique, proactif et volontaire, donc qui concerne les entreprises, les particuliers, les collectivités, versus le marché qui, lui, est réglementé. Donc, on parle plutôt de certification des émissions, là où on parle de vérification lorsqu'on est dans le marché volontaire. Et vraiment à l'échelle locale, quand je dis locale, à l'échelle d'un pays, on rencontre diverses notions de taxes carbone, donc là qui sont plutôt des contributions climat-énergie, notamment c'est la terminologie qui a été retenue en France et qui permettent de soutenir des projets qui sont sobres en carbone.
Sur le marché du volontaire, donc c'est vraiment le marché sur lequel nous on travaille et également Pure Projet notamment, même s'ils ont aussi d'autres activités, mais sur la partie climat, pardon, compensation, on est plus sur du marché volontaire. Vous avez en fait deux mécanismes qui ont été historiquement définis. L'un que l'on connaît de manière plus classique, ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre. Donc, dans les deux cas, hein, le principe reste globalement le même. J'émets une certaine quantité de CO2 dit incompressible et je vais aller chercher du crédit carbone pour compenser le résiduel. Et ça peut se faire de deux manières, soit dans des pays en développement, donc on parle de mécanismes de développement propre, celui qui a été globalement défini et mis en œuvre depuis le protocole de Kyoto. Et également un deuxième mécanisme qui a été défini, qu'on appelle les MOC, la mise en œuvre conjointe. Et on est sur le même système globalement, sauf qu'on est dans des systèmes qui vont fonctionner entre pays industrialisés. C'est-à-dire qu'un pays industrialisé va émettre et va compenser ses émissions dans un autre pays industrialisé, versus les développements propres où on est, pour faire simple, sur un mécanisme nord-sud. Un projet de compensation carbone, il doit répondre à des règles strictes. La première chose, c'est de pouvoir mesurer les émissions. Donc, dès qu'on parle d'émissions évitées, on doit pouvoir les comptabiliser sur des méthodes robustes et surtout objectivées par des tiers indépendants. On doit pouvoir vérifier cela dans le temps et il doit aussi avoir un principe de permanence qui est que l'évitement des émissions GES doit être garanti pendant un minima de 7 ans. Donc là, on est vraiment sur une notion de durabilité à moyen et long terme. Et également, les projets qui souhaitent être éligibles à la compensation carbone, on va pouvoir délivrer du crédit carbone, doit prouver, donc à travers son porteur, celui qui va le développer, qu'il a une additionnalité dans ce projet. Et donc, quand il y a un besoin de capitaux extérieurs pour que le projet puisse être mis en œuvre et suivre son cours. Donc ça, c'est les 4 grands principes à respecter pour un mécanisme de compensation carbone. Il y a aussi un jeu d'acteurs dans la chaîne de valeur de la compensation carbone. Donc, globalement, on va retrouver, comme je le disais juste avant, des développeurs et des porteurs de projets. Donc, ce sont eux qui vont porter des risques financiers pour pouvoir lancer un projet, tout en sachant qu'ils peuvent être aussi soutenus soit par exemple par des fonds carbone, qui sont des fonds d'investissement dédiés, soit aussi par des acteurs privés qui vont finalement s'engager par anticipation sur un projet de compensation carbone. Et ensuite, on va avoir un circuit plus ou moins court jusqu'au client final de la compensation, donc celui qui va acheter les crédits carbone pour compenser son empreinte. Eh bien, on va passer par un ou plusieurs opérateurs ou finalement des courtiers en carbone qui vont se faire le relais de tout ça pour la transmission jusqu'au client final. Et puis, bien évidemment, tout cet écosystème interagit avec des certificateurs, des consultants comme nous qui vont réaliser des études, des auditeurs qui vont vérifier les quantités de CO2 réellement séquestrées, etc., etc. Donc là, vous avez la chaîne finalement d'interaction entre ces différents acteurs. Ce qu'on a pu constater, c'est déjà des éléments de langage qui sont certes pas évidents, donc on a voulu aussi clarifier. Et puis je pense qu'il y a, avec l'historique, on a atteint certaines limites. Alors on parle beaucoup de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est un objectif qui est planétaire, donc qui va concerner les engagements des États, des réunifications d'États en l'occurrence, notamment en Europe. Donc quand on parle
Alors ça, j'en profite tout de suite pour faire un coucou au Net Zero Initiative qui nous inspire beaucoup et sur lequel on va revenir sur certains éléments dans cette présentation. Donc, c'est typiquement l'un des sujets qui est porté par le Net Zero Initiative, c'est qu'une organisation va apporter une contribution à la neutralité carbone, mais que globalement, elle ne veut pas l'être en tant que telle. Puisque, en fait, là où on va se dire j'émets une tonne d'un côté, je compense de l'autre, eh bien, on a le plus 1 moins 1 qui n'est pas égal à 0, il est tout simplement égal à plus 1 d'un côté, moins 1 de l'autre. Donc, on prône plutôt, à travers cette initiative, à une comptabilité carbone qui est bien distincte. Et puis, au-delà de la mathématique, il y a aussi la philosophie qu'il y a derrière. Quand on parle de neutralité, ben, on sent un peu ce côté j'ai plus forcément à faire, donc ça n'incite pas forcément à faire des efforts. Et quand on parle d'efforts, on parle vraiment d'efforts de réduction des émissions. Et ça donne pas forcément de dynamique collective. Ça recentre un peu l'organisation sur elle-même. J'ai compté mes émissions à moi, j'ai compensé mes émissions à moi, et donc ça n'incite pas forcément à créer une dynamique collective, notamment avec l'inclusion des différents acteurs et parties prenantes de sa chaîne de valeur. Et quand on parle de neutralité, on a tendance aussi à pouvoir penser que c'est simple à obtenir, là où globalement les efforts à mener sont assez conséquents au regard de la situation actuelle. Donc ça, c'est pour la partie plutôt terminologie. Physiquement, il se passe aussi des choses. C'est que quand on parle de séquestration carbone, ce ne sont pas des choses qui se font de manière immédiate. C'est un processus qui est sur le long terme, et qui dit long terme dit qu'il y a des incertitudes à tout cela. Un exemple très simple pour illustrer le propos. Vous prenez la compensation carbone à partir de projets de reboisement ou de reforestation. Vous partez avec un petit planton comme ça, et c'est après une certaine quantité d'années, voire de décennies, qu'on va avoir une séquestration vraiment effective, avec le risque qu'il peut se passer entre-temps, je sais pas moi, un incendie ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, il est dans la mécanique de séquestration. Comme je le disais tout à l'heure, les porteurs de projets ont besoin de financement pour pouvoir lancer des projets. Et donc, ils peuvent faire appel à des financeurs qui peuvent globalement faire l'acquisition de crédits avant que eux-mêmes ne soient réellement générés, ou plus exactement que la compensation ait été effectivement réalisée. Et donc là, on parle de deux types de crédits, les ex-ante qui sont globalement délivrés par anticipation, et les ex-post qui sont des crédits qui véritablement ont été délivrés ou émis sur la base d'une séquestration réelle. Une autre limite physique, et qui n'est pas la moindre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des émissions qui sont émises à l'échelle planétaire, dues à nos activités humaines, on se rend compte qu'elles sont supérieures à la capacité de séquestration qu'ont les différents puits. Donc globalement, même si tout le monde se mettait à compenser sur la base de ces émissions actuelles, on n'arriverait pas à la neutralité carbone parce qu'il n'y a pas assez de réserves, tout simplement. Et puis, il faut avoir aussi une certaine vigilance qui est la notion de transfert d'impact. C'est-à-dire que je peux mener une action à un endroit, et globalement, ça va se retrouver à un autre endroit géographique ou sur d'autres critères, puisque on parle notamment de la compensation carbone avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, même si on parle uniquement de carbone, derrière, il y a une dizaine de gaz à émissions de serre, à effet de serre, si j'y arrive. Et on va retrouver aussi beaucoup d'autres critères environnementaux, comme celui de la biodiversité, de la pollution, etc., etc.
Donc finalement, tout ça pour se poser la question de est-ce que si l'on mesure, on le réduit et on compense, cela est suffisamment ambitieux et nous permet de parvenir à ces objectifs de neutralité planétaire. La première chose à se dire, c'est que quand on parle de mesures, de réduction et de compensation, ce qu'il y a derrière, c'est des notions de périmètre. Alors, ceux qui connaissent, par exemple, la méthode bilan carbone savent de quoi on parle. On parle souvent de scope. Donc, les scopes, les émissions directes, les émissions indirectes, liées à l'énergie, notamment pour ce qui est des directs et des indirects dans le scope 2. Donc, déjà, c'est quand je mesure, quand je compense, est-ce que c'est l'intégralité de mon activité purement interne? Est-ce que ça inclut des émissions indirectes? Et au-delà de ça, est-ce que ça inclut aussi ce qui se passe dans la chaîne de valeur? Pour avoir réalisé peut-être près de 200 bilans carbone ou bilans des émissions de gaz à effet de serre chez Ecodev, on se rend compte assez souvent que pour ceux qui vont au-delà du périmètre purement réglementaire, donc sur les notions uniquement d'énergie, on voit beaucoup de comptabilité carbone qui se fait au niveau de ce qu'on appelle le fonctionnement. Donc, je suis une organisation, j'utilise des ordinateurs, je me déplace, etc., etc. Donc, ça, c'est bien souvent pris en compte. Mais par contre, ce qui se passe à travers des impacts de mes produits et de mes services sont assez rarement pris en compte. Donc, ça, pour nous, c'est un premier effet limitant qu'on aura l'occasion de revoir par la suite. Quand on est aussi dans cette démarche très statique, on va dire, on se rend compte que les plans d'action, globalement, ne sont pas forcément suffisamment ambitieux, puisque si on veut atteindre les objectifs, non pas de neutralité cette fois-ci, mais de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut à peu près, selon les activités, réduire de 3 à 7 les émissions annuelles. Ça, on se rend compte que globalement, dans les plans d'action, on a du mal à pouvoir y parvenir. Et surtout, on a beaucoup d'organisations qui vont se dire que l'action est intéressante, l'avoir globalement estimée, qui vont tenter et qui vont remesurer a posteriori. Donc, on voit un effet très court terme dans la mise en œuvre, et ça, globalement, on pense que c'est pas forcément soutenable pour parvenir à nos objectifs. Là où l'idée, c'est d'avoir un processus beaucoup plus dynamique, et donc qui dit dynamisme dit se réviser régulièrement et surtout avoir une vision, un cap à beaucoup plus long terme. J'essaie de changer de slide, mais apparemment ça ne veut plus, alors je vais recliquer tout simplement. J'ai parlé du Net Zero Initiative, donc on s'est permis de reprendre cette représentation graphique. Globalement, la tendance qui se dessine. Donc vous avez sur les fonds plutôt clairs les émissions qui sont réalisées, et en vert plutôt les puits qui sont disponibles. Donc par rapport à ce qu'on disait juste avant sur mesurer, réduire et compenser, là on est plutôt dans une philosophie de réduction et d'augmentation des puits. Donc là, on se rejoint, mais la grande différence, c'est qu'au niveau de la réduction des émissions, on va vraiment distinguer deux choses. On va avoir la réduction de ses propres émissions, donc ce qu'on appelle les émissions induites qui sont directement ou indirectement réalisées à travers de mon activité. Et on va aussi avoir un deuxième type de réduction des émissions qui est celui de réduire les émissions des autres. Et ça, on regardera un petit peu plus en détail juste après. Et on va retrouver la notion de puits de carbone qui peut s'apparenter à la compensation carbone. Donc, on va cette fois-ci comptabiliser des émissions négatives, une fois de plus, avec deux comptabilités qui sont distinctes. Il y a l'association Bilan Carbone, dont j'ai également parlé tout à l'heure, qui lance un groupe de travail auquel on va participer prochainement, et qui pose des réflexions préliminaires sur les interactions vers la transition, pour une organisation vers la transition bas carbone.
Donc, on va retrouver la gestion de ces émissions. Donc, je les compte, je les réduis, j'augmente les pluies. Et là, on va avoir une première introduction de notion de réduction très indirecte et, comme je le disais tout à l'heure, vraiment chez les autres dans la chaîne de valeur, qui est la production de produits et de services bas carbone. Donc, c'est de quelle manière, de par mon activité, de par l'éco-efficacité ou l'efficience énergétique des produits ou des services que je vais distribuer, mon utilisateur final ou mes utilisateurs intermédiaires vont aussi, grâce à mon action, pouvoir avoir une réduction de leur empreinte. Et donc là, on voit bien qu'on sort dans une dynamique d'autocentrage sur l'organisation pour vraiment rentrer dans la notion de chaîne de valeur et d'efforts communs. Ça, bien évidemment, ça nécessite une certaine gouvernance, donc ce qu'on appelle la gestion du modèle d'affaires. C'est avoir, d'une part, une vision sur comment est-ce que je peux offrir des produits et des services qui sont bas carbone, donc une vraie stratégie d'entreprise si on parle d'organisation privée. Comment est-ce que je travaille sur les sujets d'économie circulaire, donc que ce soit sur la chaîne très locale, une chaîne de valeur très localisée, ou limiter globalement l'effet d'obsolescence ou la production de déchets et tout ce qui peut s'en suivre. Un sujet aussi qui est extrêmement important, c'est la communication qu'il y a derrière tout ça. Alors, d'une part, la compensation carbone a été un sujet très fortement décrié pendant très longtemps pour des notions en gros de facilité, voire de greenwashing. Donc, il est important que les organisations qui rentrent dans ce type de démarche soient dans un processus de transparence et qui ne se focalise pas justement sur la notion de neutralité, mais sur la notion de réduction. Quelles sont les actions que je mets en œuvre pour réduire mon empreinte? Et dans ces actions, il y a aussi la communication que l'on peut faire auprès de ces parties prenantes pour pouvoir pousser un modèle sociétal bas carbone. Et donc, globalement, les perspectives qu'on peut avoir derrière tout ça, c'est qu'on peut continuer à mesurer et que le gros delta maintenant vient au niveau de la réduction. C'est comment est-ce que j'objective mon processus qui va conduire à la réduction, comment est-ce que je vais le déployer, comment je vais le piloter dans le temps. Et c'est pour ça que l'on voit aujourd'hui des outils qui arrivent pour nous aider, nous guider dans tout cela. Donc, le CDP porte notamment le Science Based Target Initiative, tout comme il porte l'outil d'évaluation des stratégies carbone, bas carbone ACT, dans lequel l'association Bilan Carbone est également partie prenante et que l'association Bilan Carbone lance les travaux dont je vous ai parlé juste avant. Alors, j'ai accéléré sur la fin pour que l'on puisse partager avec tout le monde et puis que Pure Projet puisse enchaîner par la suite. Alors, je ne sais pas qui de Elodie ou de Sarah souhaite rebondir si vous souhaitez le faire. Comme ça, on peut, je pense, tous intéressés d'avoir votre regard sur ces sujets de comptabilité et d'outils bas carbone. Je peux peut-être rapidement commencer, juste pour confirmer un peu tous les constats qui ont été faits. Nous, c'est quelque chose qu'à la Poste, on réfléchit beaucoup et on essaie, même si aujourd'hui on parle encore de neutralité, on essaie de bien rester dans cette logique, malgré tout, de réduction et de ne pas rester enfermé dans notre périmètre postalo-postal. Et c'est parfois difficile vu la taille de notre groupe. Aujourd'hui, nous, en tout cas, toutes ces réflexions, voilà, on se les est posées. On essaie d'inclure toutes nos parties prenantes, on essaie de ne pas rester sur nos émissions de fonctionnement notamment et d'inclure nos sous-traitants, notamment nos sous-traitants en transport, puisque c'est aujourd'hui le gros de nos émissions sans surprise. Donc, c'est quelque chose qu'on réinterroge d'année en année et effectivement,
c'est des sujets importants et on voit de plus en plus d'entreprises qui se lancent sur la neutralité carbone un peu sous un axe plus de communication et qui n'ont pas vraiment cet effort derrière de réduction. Et nous, ce qu'on explique souvent, c'est que la compensation, oui, mais la compensation, c'est vraiment la dernière brique d'une démarche plus globale de réduction. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous, on s'est engagé dans SBT notamment, dans Science Based Target qu'on a vu juste avant et qu'on réfléchit et qu'on essaie de tenir au plus près nos objectifs de réduction. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, donc nos objectifs, on les a fixés à partir de 2013 et depuis 2013, on est déjà à moins 20% de réduction donc sur l'ensemble de notre périmètre groupe La Poste et l'objectif, c'est un moins 27% à 2025. Donc, on essaie vraiment sur ça de ne pas s'endormir sur on est 100% neutre ou des choses comme ça et d'aller de l'avant et d'être toujours plus ambitieux sur ces sujets et d'être méfiant par rapport à ces thématiques de neutralité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tous les éléments qui ont été cités précédemment. Bien, merci. Sarah, est-ce que vous voulez Oui, apporter aussi un éclairage? de façon générale, je partage le constat que la compensation, elle doit venir dans un troisième temps. D'abord, on regarde ce qu'on fait, ensuite on essaye de réduire au maximum et enfin on compense. Nous, c'est on essaye de pousser pour ça. On n'oublie pas que derrière, il y a des objectifs de neutralité carbone en 2050 qui sont portés par la stratégie nationale bas carbone. Et cet objectif de neutralité, il va falloir qu'il s'inscrive dans une dynamique de réduction globale de nos émissions de gaz à effet de serre avant de penser à la compensation. Donc, je partage ce constat. C'est vrai que sous ces sujets de communication autour de reporting RSE des entreprises, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Et que, en effet, nous, on plaide pour plus de transparence au niveau de la communication des entreprises et pour qu'ils puissent afficher un bilan carbone le plus transparent possible, notamment pour éviter toutes ces accusations de greenwashing dont vous parliez un petit peu avant. On reviendra un petit peu sur le label plus tard, mais on sait que ça fait partie un peu des potentiels critiques qu'il peut y avoir sur le label. À notre niveau, nous, on peut juste plaider pour plus de transparence, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas les outils pour contraindre les entreprises à pouvoir communiquer de façon claire. Ok, super, merci. Aurélien, ou Émile, côté Pure Projet, vous souhaitez dire un mot là-dessus? Ouais, je veux bien. Ouais. Merci Benjamin pour cette présentation très claire. Nous, côté Pure Projet, on est vraiment en contact des entreprises sur cette mise en œuvre des stratégies climat. Et c'est vrai que les tendances que tu as décrites sont vraiment fortes en ce moment. On le constate chez beaucoup de nos clients. Moi, le premier point vraiment qui me marque, c'est cette tendance à aller vers plus de robustesse et de rigueur dans l'approche, avec une remise au centre de la réduction de nos propres émissions, des propres émissions de l'entreprise, et notamment pas simplement sur changer les ampoules et les activités de bureau, mais aussi élargir à toute l'activité, à un scope élargi de l'activité et de l'empreinte carbone de l'entreprise, notamment le scope 3. Et aussi un alignement de plus en plus fort des stratégies d'entreprise avec la science, avec les recommandations des experts du GIEC, qui est vraiment de plus en plus suivi par les entreprises qui s'engagent dans le climat. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça me semble aller dans le bon sens. Et le deuxième point, c'est effectivement cette demande de plus en plus forte d'une plus grande transparence, de faire que les entreprises arrêtent de se cacher sous ce label de neutralité qui était beaucoup utilisé dans les 10-15 dernières années, mais qui est assez peu transparent et assez peu, qui ne permet pas vraiment de discriminer les entreprises qui sont très fortement engagées de celles qui le sont un petit peu moins et qui, à travers ce label, met un petit peu tout le monde au même niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment partagé par l'ensemble du secteur et qui est une tendance forte. Alors, le seul bémol que je pourrais mettre par rapport à ce sujet de la transparence, c'est que effectivement, tous les nouvelles initiatives type Science Based Target, type Net Zero Initiative qui sont développées en ce moment, elles sont assez techniques
Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait pour les rendre accessibles au grand public et faire en sorte que les entreprises puissent aussi les valoriser auprès du grand public parce qu'elles sont très robustes effectivement d'un point de vue méthodologique. Mais après, c'est vrai que le grand public n'est pas forcément à même de les comprendre et de se les approprier. Donc, il y a un gros travail, je pense, à faire en accompagnement de ces initiatives d'éducation et de vulgarisation dans la mesure du possible. Voilà, parce que pour moi, c'est vrai que la neutralité, c'est effectivement critiquable sur beaucoup d'aspects, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé mieux pour pouvoir communiquer de manière simple et efficace auprès des gens et du grand public. Voilà, donc je conclue là-dessus. Et je laisse la parole du coup à Émile qui va nous parler plutôt du carbone made in France, du coup, et des initiatives que Pure Projet porte et qui se développent de manière plus générale dans le cadre du label bas carbone. Super, merci beaucoup Aurélien. Je te donne l'accès au partage, Émile, de ce fait. Parfait. Merci. Donc, je vais remettre ma vidéo et je vous mets en partage d'écran. On va commencer. C'est bon pour vous? Super. Donc, on va passer à un zoom spécifique sur le label bas carbone. On va présenter un peu en binôme donc moi-même et Sarah Cassimi, que vous avez déjà entendu. Je vais la laisser commencer par une mise en contexte et un rappel du cadre du label bas carbone. Et après, on ira sur un peu un retour d'expérience des premiers travaux qu'on a pu faire sur les méthodologies et le label chez Pure Projet. Donc Sarah, je te laisse la parole pour les 2 slides à venir et n'hésite pas à me dire quand tu veux que je passe à la slide suivante. Ça marche. Donc du coup, pour présenter le label bas carbone, donc le label bas carbone, c'est une initiative qui est portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire autour de nombreux autres acteurs, dont notamment le ministère de l'Agriculture, I4C et j'en passe. Le label, il est né en 2018. Du moins, les textes qui régissent le label sont parus fin 2018 pour un lancement officiel en avril 2019. Le but et en fait le constat qui a amené à la naissance du label bas carbone, en fait, c'est qu'on voulait des projets de diminution, de réduction de gaz à effet de serre. On les voulait en France, donc historiquement, il y en avait beaucoup à l'international dans le cadre du protocole de Kyoto. La demande était d'avoir des projets qui sont faits sur le territoire, donc dans les secteurs diffus qui ne sont pas concernés par le marché des quotas européens, puisqu'il y a un marché des quotas européens pour le secteur industriel. Le but, c'est d'avoir des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs diffus, que sont l'agriculture, la forêt, le transport, le bâtiment, tout en garantissant leur qualité environnementale et leur additionnalité, puisque c'est le principe clé de la comptabilisation carbone et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est de s'assurer de leur additionnalité par rapport à un scénario de référence, c'est-à-dire que les financements qui vont pouvoir être apportés grâce au label bas carbone permettent au projet de se réaliser effectivement et que sans ces financements, ce projet ne se serait pas fait. Au niveau de l'itinéraire qui est suivi pour le label bas carbone, pour qu'un projet soit validé, il faut qu'il fasse référence à une méthodologie. Cette méthodologie, elle est approuvée par le ministère, mais elle est développée dans une démarche qu'on peut qualifier de bottom-up par des parties prenantes des différents secteurs. Et ça, l'idée, c'était de pouvoir laisser les différents acteurs s'approprier le sujet et juger de même au mieux les pratiques qui pouvaient être mises en place pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau des différentes étapes pour la validation d'une méthodologie, l'idée, c'est que la méthode est rédigée par les parties prenantes, il y a différents allers-retours avec nous, puis cette méthode est présentée à un groupe de travail pour pouvoir s'assurer de la qualité et de la robustesse scientifique et environnementale de la méthode. Puis, une fois que cette méthode est approuvée, elle est rendue publique et tout projet peut s'y référer pour pouvoir être labellisé sous le label bas carbone.
Donc un projet pour pouvoir être validé, donc il doit juste être situé en France et se référer à une méthode qui a été approuvée, comme je l'ai dit. Au moment où le projet du coup fait une demande de labellisation, le ministère instruit son dossier, puis ensuite il est labellisé. Ces dépôts peuvent être faits de façon individuelle, c'est-à-dire que j'ai mon projet, j'ai ma forêt, je souhaite être labellisé bas carbone. Je vais déposer un projet en mon nom. On peut aussi imaginer des projets collectifs, c'est ce qui se passe pour le cas des projets agricoles, mais je reviendrai un petit peu plus tard aux méthodes qui ont été validées, c'est-à-dire que plusieurs porteurs de projets peuvent se regrouper pour faire un seul projet collectif et en fait faciliter les démarches administratives et les démarches de vérification. Une fois que le projet est labellisé, s'ensuit un suivi des réductions d'émissions durant toute la vie du projet. Et en fait, pour que ces crédits carbone qui sont générés puissent être validés en quelque sorte, il faut qu'il y ait un auditeur indépendant qui vienne au plus tard à la fin du projet. C'est le projet qui dure a priori 5 ans, 30 ans pour les projets forestiers, mais en l'état, pour l'instant, le label, c'est plutôt 5 ans. L'auditeur vient inspecter le projet, vérifier que les réductions d'émissions ont effectivement été réalisées, et ensuite le porteur de projet, une fois qu'il a des financeurs, nous adresse à nous, ministère, ce rapport de vérification qui dit « bon, voilà, j'ai bien vérifié mes réductions, maintenant j'ai aussi un financeur » et ces émissions deviennent reconnues. Le but de ça, en fait, c'est de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de revente de ces crédits, puisque en l'état, le label ne permet pas de revendre des crédits qui ont été acquis. Tout ça, c'est pour éviter des risques de spéculation, de fraude, de double compte. À l'heure actuelle, une fois qu'une réduction d'émissions a été achetée par un financeur, en fait, cette réduction d'émissions est inscrite sur un registre que nous, on tient au niveau du ministère et en fait, qui est consultable sur le site du ministère et ne peut pas être revendue. Et aussi une dernière petite précision, du coup, au niveau du financement. Donc pour le moment, ça se fait au gré à gré. Donc c'est le porteur de projet et le financeur qui s'arrangent entre eux pour fixer le prix de la tonne de carbone. Et voilà. Donc ça, c'était au niveau de la présentation du label. Maintenant, peut-être on peut passer à la slide suivante sur les méthodes qui sont validées. Pour l'instant, donc on en a 4. Si je prends dans l'ordre chronologique, les premières qui ont été validées, c'est les méthodes forêt, donc la méthode balivage, boisement et reboisement suite à un intempérie, à une épidémie ou à un incendie. Donc ça a été développé par le Centre national de la propriété forestière, le CNPF. Ces méthodes, elles ont été validées en avril dernier, donc il y a 1 an maintenant. Pour ces méthodes-là, on a des projets. En termes de nombre de projets, on a 15 projets qui ont été validés pour les méthodes forêt et on en a une petite dizaine qui vont être labellisés sous peu, qui sont en cours d'instruction. Donc ça, c'est pour les méthodes forestières. Ces projets, les 15 projets qui sont labellisés, c'est un volume d'environ 18 000 tonnes de CO2 qui vont être économisés sur 30 ans, puisque du coup, les méthodes forestières, comme on a pu le dire juste avant, ça s'inscrit sur le temps long. Et donc, c'est plutôt sur 30 ans que ces projets vivent. Et enfin, la dernière méthode qu'on a approuvée, qui, elle, a été approuvée fin du mois de septembre dernier, c'est la méthode Carbone Agri. Donc ça, c'est dans le secteur de l'agriculture. C'est une méthode qui est multilevier. L'intérêt, c'est de pouvoir s'intéresser à tous les leviers qui sont mobilisables sur une exploitation agricole pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou juste augmenter la séquestration qu'on peut avoir dans les sols via des prairies permanentes, une meilleure gestion des rotations ou alors pour la réduction des émissions, l'alimentation animale par exemple. Et donc pour ces projets, pour ces projets agricoles, on n'a pas encore de projets qui ont été labellisés, mais on en a 391 qui ont fait savoir qu'ils s'engageaient dans la démarche. Donc ça, c'était à l'occasion d'un événement où il y avait la ministre au Salon international de l'agriculture. Donc on a près de 400 projets qui ne vont pas tarder à être déposés pour être labellisés dans le cadre de cette méthodologie. Voilà. Merci, Sarah, pour l'introduction de la partie. Donc, je vais enchaîner avec un retour d'expérience des équipes de Pure Projet sur des premiers travaux sur le label bas carbone. Donc, en fait, on a travaillé sur 2 grands sujets. On a participé à l'élaboration et à la finalisation de méthodologies, dont certaines sont toujours en cours de rédaction. Et on a travaillé à la mise en place d'un projet pilote sur la base de la méthodologie reboisement que Sarah a présentée. Donc, je vais commencer par un retour d'expérience sur le travail sur la création de méthodologie.
Donc, on a travaillé sur les deux méthodologies suivantes. La méthodologie carbocage qui est portée par la Chambre d'agriculture de la Loire, dont la Poste a bien connaissance. En fait, on est intervenu à ce niveau-là en phase de relecture de la méthodologie avant dépôt de la V1 pour validation au ministère. Donc, la version 1 a été déposée à l'hiver dernier, donc 2019-2020. Donc j'ai eu des nouvelles hier disant que donc il y a eu des demandes de modification sur cette V1 et donc il va y avoir un nouveau travail pour déposer une V2 prochainement. Et on a travaillé donc sur le groupe de travail pour une méthodologie sur l'agroforesterie. Donc là, on est sur des alignements d'arbres au sein des parcelles agricoles. Donc c'est un travail qui est plus amont, qui est également géré par les chambres d'agriculture au niveau national. Auquel on participe comme contributeur à la rédaction de la méthodologie. Donc, c'est une méthodologie qui, en fait, viendra s'intégrer dans la méthodologie carbocage comme une nouvelle typologie de projet de plantation d'arbres en milieu agricole. Donc, nos retours d'expérience sur le sujet, la première chose qu'on voulait souligner, c'est que chez Pure Projet, au début, on a été un petit peu déçus parce qu'on trouvait que les choses allaient assez doucement. Et en fait, c'était parce qu'il y avait un gros travail qui était fait, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti par I4C, mais également par le ministère, pour essayer d'agréger les différentes initiatives des nombreux acteurs qui étaient intéressés par le développement de méthodologie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double travail ou de travail divergent sur des mêmes sujets. Donc comme je le dis, ça a impacté un peu pour nous la réactivité dans le développement des méthodologies, mais ça présente un intérêt dans après la capacité à déployer de manière plus efficace ces méthodologies une fois qu'elles auront été validées. On ressent également qu'il y a une bonne prise en compte des contraintes de terrain, notamment via la décision de laisser les parties prenantes développer ces méthodologies. Dans les nombreux groupes de travail soit auxquels on a participé, soit dont on a eu vent, les représentants du secteur agricole, ou en tout cas des secteurs concernés, étaient bien représentés. Donc voilà, et enfin, on souligne quand même parfois sur certains sujets le manque de données micro très spécifiques sur les pratiques qui veulent faire l'objet d'une méthodologie. Donc quand je parle de données, c'est données scientifiques qui permettent de définir les calculs pour évaluer les quantités de carbone séquestrées par la pratique. D'où l'importance de renforcer la recherche à ce sujet-là pour renforcer ces méthodologies dans le temps. Alors, je passe maintenant au retour d'expérience sur le projet sur lequel on a travaillé. Donc, qui suivait la méthodologie reboisement du CNPF. Donc, c'est un projet qui est pas encore déposé au ministère. Il le sera dans les semaines qui viennent, mais on a fini le dossier. Donc, on peut vous faire déjà un retour là-dessus. Donc, c'est un projet de reboisement suite à une forêt, un feu de forêt qui a eu lieu en été 2019 dans le sud de la France, autour de Nîmes, à Saint-Gilles. Donc environ, il y a 18 ou 20 hectares qui ont brûlé, et le porteur de projet souhaitait replanter cet hiver, donc l'hiver 2020, 6 hectares représentant environ 5000 plants, à une densité de 850 arbres hectares. Et en fait, il y a eu un choix fait de choisir des essences relativement diversifiées, et pas toujours très représenté dans les peuplements forestiers productifs classiques, ce qui est assez important à souligner dans le retour que j'ai envie de vous faire. Donc les objectifs, c'était reconstituer la zone de boisement, mais également de l'adapter au risque incendie qui est important dans la région. On a souligné l'éco-bénéfice additionnel au niveau de la biodiversité via le choix de différentes essences, majoritairement autochtones. Donc, je vous l'ai dit, la plantation prévue pour l'automne. Et enfin, une estimation du carbone additionnel séquestré selon la méthode. Donc, je ne répète, pas encore validé, hein, c'est juste pour pouvoir faire le déroulé sur le retour d'expérience, d'environ 700 tonnes de CO2 potentiel sur les 30 ans pour 6 hectares.
avec du coup une préévaluation du coût minimum de la tonne carbone pour une rentabilité sur le projet à 50 € la tonne. Et donc ce travail a été fait comme la méthodologie le requiert, en partenariat avec un expert forestier accrédité qui travaille chez FRMI. Donc les limites rencontrées dans le développement du projet, donc en fait ce qu'on voit sur la forêt, c'est qu'aujourd'hui au niveau des données existantes, la méthodologie est basée sur des données très précises qui doivent être issues de tables de production forestière qui ont été élaborées par la profession, le secteur forestier dans les années précédentes, et qu'en fait ces données elles sont issues d'études qui ont avant tout été réalisées sur des essences qui ont une forte valeur économique. Vu que c'est la profession qui les a réalisées, c'était ces essences qui étaient particulièrement intéressantes pour eux à étudier. Et donc aujourd'hui, on se retrouve quand on est sur des projets diversifiés, on se retrouve avec un manque de données ou une incapacité de les inclure dans le calcul des réductions d'émissions. Donc pour nous, il y a un vrai risque de simplification des systèmes de production forestiers à ce niveau-là. Si on exclut de manière trop, je dirais, drastique les essences secondaires ou les essences moins représentées aujourd'hui, d'autant plus que dans le cadre du contexte du changement climatique, il y a fort à parier que les essences de nos peuplements vont évoluer et que celles qui sont les plus représentées aujourd'hui ne seront pas forcément les plus représentées demain. Il y a également un sujet sur l'accès aux données, au-delà du fait que les données sont parfois pas existantes. Les données existantes sont également très compliquées à agréger et à consolider. Après, c'est un travail qui, une fois fait, est fait, qui est alimenté dans le temps, mais c'est vrai qu'il y a un sujet également là-dessus. Pour que tous les acteurs puissent s'approprier la méthodologie rapidement, c'est important. Au niveau des méthodologies, donc pour nous, il y a également parfois un manque d'adaptation à des contextes régionaux spécifiques. Alors, je rentre un peu dans le détail technique, mais typiquement, je vous mentionnais 850 arbres hectares comme densité de plantation. En fait, c'est un seuil minimum décidé dans le cadre du label, qui malheureusement n'est pas adapté à la région méditerranéenne, où on fait face à des risques incendies et où on a des essences utilisées différentes, donc des variétés d'arbres différentes qui ont besoin parfois de plus d'espace pour prospérer. Donc, il semblerait que ce soit un point qui a été identifié, qui soit prévu d'y apporter des dérogations possibles, mais pour le moment, c'est un sujet important pour nous, de frein. Et enfin, difficulté dans l'accès à la donnée sur l'additionnalité économique. C'est un peu moins critique, mais il est vrai que, comme dans beaucoup d'autres secteurs, les financements publics sont assez peu lisibles, car très diffus, potentiellement originaires venant d'acteurs nombreux, différents, à des périodes différentes de l'année, etc. Donc, pouvoir présenter une donnée consolidée sur le sujet et parfois un peu un parcours du combattant dans certaines régions. Voilà. Et donc les facteurs clés de succès qui ont été identifiés pour nous, donc sur les deux sujets, développement de nouvelles méthodologies pour le futur et sur les projets liés aux méthodologies forestières, donc la méthodologie spécifique du reboisement, étant donné que celle du balivage et du boisement de terres non boisées, nous ne les avons pas encore testées. Sur le développement des nouvelles méthodologies, donc pour nous, il faut qu'on arrive à trouver un juste équilibre entre la rigueur scientifique et l'état de la littérature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, il ne faut pas laisser en arrière des pratiques qui sont extrêmement, qui présentent un potentiel très intéressant dans la réduction des émissions ou la compensation des émissions. Je pense à l'agroforesterie, mais qui font preuve de manque de données scientifiques aujourd'hui par rapport à la forêt, par exemple, alors même que la forêt est encore parfois un peu en retard sur certaines essences, comme je le disais. Également s'assurer de la qualité environnementale, économique et sociale des projets en faisant bien attention à ce qui est inclus dans la méthodologie en termes de contraintes, de vérifications, que ce ne soit pas que des vérifications quantitatives mais également qualitatives sur la réussite du peuplement. Faciliter la coopération entre les acteurs qui travaillent sur les méthodologies, donc ça c'est quelque chose qui a déjà été entamé, mais qui pour moi doit être encore renforcé pour s'assurer que les représentants des porteurs de projets, donc les agriculteurs, les forestiers, les gens du terrain,
soient présents et qu'on s'assure que la méthodologie est adaptée à leur contexte et à leurs besoins. Autrement, leur appropriation sur le terrain sera insuffisante. Donc ça, c'était pour la partie nouvelle méthodologie. Et enfin, sur les méthodologies forestières, donc la méthodologie reboisement après incendie ou forêt dégradée, pour nous, il y a besoin d'adapter ces méthodologies aux particularités régionales pour qu'elles soient déployées de manière équilibrée sur le territoire. Les porteurs de projets devront, donc soit les porteurs de projets, soit les organismes qui les accompagnent, devront savoir vulgariser les co-bénéfices additionnels et les présenter aux entreprises qui vont financer ces projets pour expliquer les différences de prix de la tonne carbone entre les différentes méthodologies, entre un projet forestier et un projet agroforestier. Dans les deux cas, c'est des arbres qui sont plantés, mais ce n'est pas les mêmes co-bénéfices environnementaux, ce n'est pas les mêmes co-bénéfices sociaux. Et donc, il va y avoir des différences de coût de la tonne à bien expliquer à nos partenaires. Également, un besoin d'ajuster les méthodologies ou bien de créer de la donnée complémentaire sur les essences de services pour qu'elles ne soient pas exclues des calculs. Pour nous, c'est un enjeu important. Et enfin, pour terminer, des enjeux d'amélioration du suivi sur le long terme des projets. Donc on en a discuté avec pas mal d'acteurs. On est particulièrement intéressé par les outils qui vont pouvoir nous proposer l'imagerie aérienne ou satellite dans le suivi long terme des projets, au-delà des 5 ans de la vérification, par exemple, des méthodologies forestières, pour s'assurer que, en effet, on réduit le doute sur la pérennité des projets qui peuvent être étendus sur une très longue période. Voilà. Donc, je regarde le temps. Thomas, c'est bon pour toi si on passe à quelques questions à Sarah? Oui, rapidement. Ok, je vais en prendre peut-être un échantillon des plus intéressantes pour laisser quelques questions aux personnes qui sont avec nous. Donc, pour moi, celle qui m'intéresse le plus, ce serait d'avoir une petite actualisation du panorama des méthodologies en cours de validation ou de construction dont vous avez pu avoir connaissance au niveau du ministère. Oui, ça marche. Alors du coup, la méthodologie la plus proche du stade de la finalisation, donc tu en as parlé, Émile, c'est la méthodologie sur les haies bocagères qui est développée par la Chambre d'agriculture. On est en cours de finalisation et on espère voir cette méthodologie être validée d'ici cet été. En parallèle, on a d'autres méthodes dans le secteur agricole qui sont en cours d'élaboration. Donc on a notamment un groupe de travail qui s'est réuni autour des grandes cultures qui est mené par Arvalis et AgroSolutions, qui réfléchit à une méthode plus spécifique que la méthode Carbonagri relative aux grandes cultures et donc plus spécifiquement sur le stockage de carbone dans les sols agricoles. Ces travaux suivent de près les dernières études qui sont menées notamment par l'INRA, donc l'initiative 4 pour 1000, mais il y a aussi d'autres travaux de recherche sur la mesure du carbone des sols et la nouvelle méthodologie devrait largement s'appuyer sur ces travaux de recherche qui sont en cours. On a aussi une méthode sur l'arboriculture donc qui va venir, qui est en train d'être pensée, d'autres sur l'alimentation des bovins, donc comment faire pour réduire la production de méthane entérique chez les bovins via leur alimentation. Et enfin, une méthodologie sur la valorisation de la baisse d'intrants et l'utilisation d'amendements organiques. Donc toutes ces méthodologies-là, elles sont en cours de réflexion et d'élaboration. Au niveau de la forêt, on a aussi des choses sur les mangroves, donc pour s'adapter un peu plus à nos territoires d'outre-mer et nos départements d'outre-mer, et aussi quelque chose relatif à la sylviculture sous couvert continu. Donc ça, c'est une nouvelle méthode de gestion forestière. Donc ça, c'est en cours de réflexion. Et enfin, des choses relatives aux matériaux bas carbone dans le bâtiment, donc la construction et la rénovation. On a aussi des choses sur le reconditionnement de smartphones et de petits matériels électroniques, donc l'économie circulaire de façon générale. Et on a des pistes de réflexion aussi sur l'utilisation des tiers-lieux. J'ai pu voir Julien Lavaux dans ce webinaire donc, porté par Climat Local, et aussi des pistes sur la méthanisation. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'état d'horizon de ce qui se fait en ce moment au niveau des méthodologies label bas carbone. Super, merci beaucoup. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les prochains chantiers de travail du ministère sur le sujet du label bas carbone, les plus importants, court terme?
Alors, à court terme, on est en train de travailler sur une révision des textes qui régissent le décret, notamment pour pouvoir passer l'instruction des dossiers bas carbone aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc, la représentation en région du ministère de la Transition écologique et solidaire. L'idée, c'est aussi pour nous d'avoir des relais au niveau régional pour pouvoir un peu porter le label bas carbone au plus près des territoires. Donc, en fait, qu'on puisse avoir un réseau d'animation au plus proche des porteurs de projets. Donc ça, c'est le prochain chantier. Et surtout, comme je le disais, en fait, le plus important pour nous l'année 2020, ça va être de voir de nouvelles méthodologies approuvées pour pouvoir faire monter en puissance le label. Super, merci beaucoup. Merci. Thomas, du coup, je te propose de te rendre la parole, peut-être pour quelques questions, s'il est encore temps. Mais merci. Merci beaucoup. On va en prendre quelques-unes. Désolé d'avance on pourra pas forcément toutes les prendre. J'essaie de concaténer des questions qui étaient à peu près similaires. Et je vais essayer de commencer par le début, notamment par la comptabilité, plutôt la comptabilité. Juste Thomas, est-ce Oui. qu'on peut avoir le retour d'expérience d'Élodie juste avant les questions? Oui, Privilégions ça, oui. Bien sûr, rapidement sur nous, notre positionnement par rapport au label bas carbone. Donc là, les projets qui ont été présentés, nous, c'est un certain nombre de projets qu'on connaît et qu'on suit de près. Aujourd'hui, on a été, je crois, parmi les premières entreprises à travailler sur ce label et à l'accompagner dans son lancement. Aujourd'hui, on est à 5 projets nous, qui sont déjà labellisés. On en a 6 ou 7 de mémoire qui sont en cours de labellisation, donc ça devrait arriver sous peu. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner ces projets qui sont en cours de labellisation, parfois sur des méthodologies qui sont en cours aussi de validation. On souhaite vraiment être acteur sur le territoire et ça fait aussi suite à certaines critiques qu'on a pu avoir sur nos projets à l'international, sur la compensation à l'international, où on nous a souvent dit, vous, la Poste, c'est bien, vous faites plein de choses au Pérou, au Kenya et au Cambodge, mais en France, concrètement, où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est aussi pour ça que depuis plusieurs années, on travaille sur ce label et on a envie d'être acteur. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, chaque année, on accompagne de nouveaux projets. Donc là, en début de semaine, j'ai eu la réunion de sélection des nouveaux projets pour 2020 et on a encore 3-4 nouveaux projets qu'on intègre dans notre portefeuille et qu'on finance. Donc, c'est vraiment des sujets, nous, qui nous tiennent à cœur et on trouve que c'est fait, que c'est très bien fait et en tout cas que ça accompagne des bonnes démarches sur le territoire et voilà. Peut-être comme ça, on laisse la place aux questions, s'il y a des questions sur la démarche aussi de la Poste. Tu veux, Elodie, je sais que tu avais préparé quelques éléments sur la politique de compta, réduction, etc. Si tu veux les présenter, n'hésite pas. Comme vous voulez. Après, si les slides sont passés aux participants, ce qu'on peut faire, c'est aussi qu'on laisse mon adresse mail. Comme ça, les participants, s'ils ont des questions, avec plaisir pour y répondre peut-être plus précisément sur le sujet. Donc, nous, ce que j'avais vraiment comme message aujourd'hui à passer, c'est que nous, la Poste, donc on a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vraiment les projets à l'international et notre compensation et toute cette logique de neutralité carbone qu'on réinterroge aussi et qu'on challenge de plus en plus. On a toute notre action sur les labels bas carbone, donc des projets nationaux qu'on accompagne et qu'on finance également. Et on a aussi un troisième un peu pilier sur le sujet des émissions et des réductions des émissions. C'est ce qu'on a appelé notre fonds carbone interne. Donc là, c'est vraiment auprès de nos collaborateurs, auprès de nos établissements. On les accompagne sur des projets de réduction d'émissions. Donc, ils ont concrètement un dossier à déposer. Et on les accompagne évidemment sur la rédaction de ce projet et on le finance si on trouve que les réductions derrière et si on trouve que la méthodologie proposée sont solides. Donc, on a vraiment cette réduction sur 3 pans à l'international, au national et vraiment sur nos établissements au plus près de nos collaborateurs pour les intégrer aussi sur ces sujets pour qu'ils s'approprient les thématiques et puis qu'ils soient fiers d'appartenir au groupe plus globalement. Et d'ailleurs, vous avez formé plus de 500 collaborateurs en présentiel c'est ça. Et on a aussi au formé sujet à l'appropriation du carbone dans les territoires, parce que vous aviez identifié que les leviers de réduction se situaient vraiment à la maille locale, au-delà de la stratégie phare derrière. Oui. Super. Eh bien, Thomas, tu as fait ton sélection de questions auxquelles on peut répondre.
Alors, on va essayer d'être rapide. Une première question plutôt autour de la comptabilité. Pensez-vous que le bilan carbone va devenir obligatoire pour les entreprises? Donc, je pense que Benjamin, tu pourras répondre sur les obligations. Hmm. Et est-ce que le gouvernement français imposera à certaines entreprises de compenser leurs émissions? Bonne question. C'est peut-être le ministère, ils ont peut-être plus d'infos là-dessus. Mais pour la partie comptabilité carbone, donc à savoir qu'il existe déjà l'obligation de faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Un bilan carbone, c'est une méthode de comptabilité des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour les sociétés de plus de 500 salariés sur le territoire français, uniquement sur le périmètre des émissions directes et indirectes liées à l'énergie. Et en gros, c'est pas la grande majorité des émissions. Donc oui, on prône à ce que le scope 3 soit intégré dans cette même directive. On voit qu'il y a des efforts aujourd'hui qui sont faits puisqu'il y a eu plusieurs révisions. De fait, déjà l'introduction d'une sanction financière en cas de non-réalisation du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. À la fin de l'année, à partir du mois de novembre, si je ne m'abuse, il va y avoir une obligation aussi à ce que un réel plan d'action qu'on appelle plan de transition soit intégré dans les bilans. Donc, ça aussi inciterait d'autant plus à la réduction et à l'effort de réduction. En ce qui concerne le scope 3, vous avez aussi la possibilité que ce soit obligatoire si on étendait, par exemple, les obligations de déclaration de performance extra-financière qui sont aujourd'hui réduites à des sociétés répondant à certains critères d'effectifs de chiffre d'affaires, mais qui, le gros point noir selon moi, est l'exclusion des sociétés qui ont une structure juridique de type SAS. Donc, si on les intégrerait demain, on aurait d'autant plus d'assujettis à cette déclaration de performance qui demande à ce qu'il y ait un modèle d'affaires qui soit défini, des risques associés au sujet extra-financier et que si un risque soit lié au changement climatique, des politiques, des outils de suivi et des actions, des plans d'action doivent être associés. Donc, de manière induite, ça pourrait aussi obliger certaines entreprises à aller voir ce qui se passe dans le scope 3. Pour l'obligation de compenser à la vie très 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 personnelle, j'ai du mal à voir qu'on arrive à l'imposer. Je préférerais d'ailleurs qu'on oblige à réduire, ce qui est un peu ce qu'on voit sur les sujets énergétiques dans le décret tertiaire pour l'obligation de faire des réductions à 2030, 2040, voire plus même. Je préfère qu'on incite ça qu'à la compensation. Merci. Pas de complément particulier. Non. Du coup, je continue. Concernant les projets de compensation carbone, est-ce qu'une production agricole en agriculture régénératrice pourrait prétendre à devenir un projet de compensation et donc vendre des crédits carbone ou par exemple des projets de fours solaires, par exemple? Du coup, je me permets de répondre ou quelqu'un d'autre voulait? Oui, c'est Oui, libre. oui, bien sûr. Ok. Au niveau, du coup, pour le projet agricole qui fait déjà de l'agriculture régénérative, le but du label étant que c'est fondé sur l'additionnalité des pratiques. Si la ferme a déjà des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, a priori, si elle peut aller plus loin et qu'elle fait encore plus d'efforts et qu'elle réussit encore à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, elle peut s'inscrire dans la méthodologie Carbone Agri et dire, bah voilà, en année 0, j'avais tant d'émissions de gaz à effet de serre, en année 5, j'ai tant d'émissions de gaz à effet de serre, le différentiel, je le labellise. Mais si on part du principe que la ferme a déjà atteint son plus haut niveau de performance carbone, le label, là, en l'occurrence, il ne va pas être additionnel puisqu'il ne va pas favoriser des pratiques en plus qui iraient plus loin que ce qui se fait déjà. Donc, de ce point de vue-là, à voir à quel point on peut améliorer, puisqu'en fait, c'est basé sur un différentiel entre l'année 0 et l'année 5. Et pour les projets de fours solaires, en fait, il faudrait d'abord déposer une méthodologie relative aux fours solaires avant de faire labelliser un projet. Et ça vaut en fait pour tous les domaines. Dans un premier temps, il faut vraiment s'assurer que le projet répond à une méthodologie qui a été approuvée par le ministère. Et ensuite, une fois qu'on a discuté de cette méthodologie et qu'on essaie de la faire la plus universelle possible aussi, il faut qu'il y ait quand même une logique de derrière, on arrive à régénérer un certain nombre de crédits. Et ensuite, le projet pourra prétendre à la labellisation.
Peut-être pour compléter un tout petit peu sur le sujet de est-ce que quelqu'un qui fait de l'agriculture régénérative peut rentrer dans le cadre du label. En effet, le label, ce n'est pas un outil de paiement pour services écosystémiques de manière générale, c'est plus en fait un outil de mise en place de pratiques, de transition vers la mise en place d'une pratique qui permet de séquestrer du carbone ou de réduire les émissions de carbone. Donc, en effet, ce n'est pas un outil qui va permettre de récompenser ceux qui ont déjà mis en place des pratiques depuis longtemps. C'est plus un levier de passage à l'action, de mise en place de ces pratiques. Voilà. Mais sinon, oui, l'agriculture régénérative peut rentrer dans le cadre du label, notamment quand on parle de méthodologie grande culture, c'est une méthodologie qui va prendre en compte les techniques de séquestration du carbone dans le sol, donc on parle bien d'agriculture régénérative. Merci. Autre question. Peut-on imaginer inclure d'autres indicateurs dans les projets de compensation carbone à impact social, d'autres impacts environnementaux? Bref, les projets s'inscrivent-ils en transverse aussi avec les stratégies d'adaptation et de préservation de la biodiversité et pas uniquement l'aspect carbone? C'est plus sur les autres aspects que carbone. Est-ce que les projets prennent en compte cela? C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais j'aurais peut-être dû. Donc le label, en fait, il ne peut pas juste se contenter d'avoir une bonne performance et de faire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Les projets doivent aussi s'inscrire dans une dynamique d'amélioration environnementale au sens large, c'est-à-dire en fait qu'on a des indicateurs qui garantissent la pérennité environnementale des projets. Et donc ça se traduit par l'éco-bénéfice qu'a évoqué Émile plus tôt dans sa présentation. L'idée de ces co-bénéfices, en fait, c'est d'avoir un peu une note environnementale sur d'autres aspects. Donc, la biodiversité, dans le cadre des méthodes forestières, par exemple, c'est avoir une diversité de l'essence des boisements ou alors des boisements qui sont adaptés à la station et pas faire, et de pouvoir maintenir finalement ces essences d'arbres dont parlait Émile, qui sont caractéristiques de nos paysages. Et l'idée, en fait, après, derrière, c'est de pouvoir valoriser ces co-bénéfices, en fait, pour pouvoir évaluer la qualité environnementale au sens large des réductions d'émissions de carbone qui sont générées. Donc oui, il y a d'autres indicateurs, donc il y a la biodiversité, mais il y a aussi des indicateurs socio-économiques pour pouvoir en fait garantir que le label ne s'inscrit pas seulement dans une logique de diminution de gaz à effet de serre au détriment d'autres indicateurs nécessaires pour l'environnement. Merci. S'il n'y a pas de complément. Non. Autre question un peu plus concrète. Combien de temps estimé entre la mise en place d'un projet de compensation et la réelle séquestration des émissions? Alors, c'est très très complexe comme réponse à apporter. Ça dépend en fait du levier concerné. Comme le disait Benjamin tout à l'heure, si on est sur de la forêt, sur les 20 premières années, la séquestration sera presque négligeable. Ce sera surtout sur les années de fin du cycle du projet forestier. Ce sera la même chose pour des projets de haies, ce sera la même chose pour des projets agroforestiers. Un projet de four solaire, comme certains l'ont évoqué, ce sont des projets qui peuvent avoir un impact très court terme sur la réduction des émissions par rapport au scénario de référence. Donc voilà, on peut avoir des choses sur plusieurs dizaines d'années, comme des choses sur, des leviers sur une année, voire voilà, pas de temps très court. Merci. Donc le temps file. Il est 10h15. J'essaie d'identifier quelques questions qu'on pourrait condenser et puis après on s'arrêtera là, je pense. Alors ça, c'est très précis. Alors, quelle projection moyen terme faites-vous sur le développement de telles méthodes pour un véritable changement d'échelle? Ce qui est compliqué, c'est que nous, on n'a pas d'objectif en tant que tel sur le label ou sur le nombre de projets qui vont être labellisés. On a quelques estimations, on sait à peu près le nombre de volumes, le volume qu'on va avoir pour les méthodologies agricoles, pour les projets forestiers. Le CNPF a fait un peu une estimation de ce à quoi on pourrait s'attendre. En termes de massification un peu du label, c'est vrai qu'on en est encore au balbutiement du dispositif, au balbutiement, du moins dans la première année, donc c'est quelque chose d'assez jeune. C'est un peu compliqué pour le moment de dire si on arrive à avoir tant de méthodologies, on va avoir tant de projets et tant de millions de tonnes, ou milliers, pardon, plutôt, de tonnes de CO2 qui vont être séquestrées. La visibilité qu'on a pour l'instant, elle est assez réduite sur l'évolution du label.
on ne peut pas forcément avoir de chiffres très précis sur la question. C'est pas très satisfaisant comme réponse, je suis navrée. Sur ce sujet, on peut peut-être mentionner au niveau du Gold Standard et du VCS, qui sont les standards qui régissent le marché au niveau international, il y a eu quand même ils ont traité ce problème d'échelle avec des systèmes de certification de programmes et non pas de projets, qui permettaient en fait de faire rentrer sous un même chapeau plusieurs petits projets et du coup de résoudre un petit peu la problématique des coûts, des barrières à l'entrée des petits porteurs de projets. Parce qu'effectivement, une certification, ça peut coûter cher parfois. Et du coup, quand il y a un mécanisme de chapeau comme ça qui permet de couvrir des certifications de petits projets, ça peut solutionner ces barrières-là pour passer à l'échelle. Voilà. Et à ce sujet, finalement, c'est ce que permet le label quand on peut faire des projets collectifs et c'est ce que font les projets pour la méthode Carbon Agri. En fait, c'est plusieurs agriculteurs qui se réunissent sous un seul et même projet. Et l'intérêt, donc, c'est la lourdeur administrative, mais aussi les frais de vérification en fait, qui vont du coup être mutualisés pour l'ensemble des projets agricoles. Merci. Je vais poser une petite dernière question. Comment convaincre au mieux son COMEX à compenser ses émissions? Ces petits tips ou astuces pour convaincre de l'intérêt, même si on en est convaincu. Mais... je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. C'est pas forcément simple. Alors, nous, côté La Poste, effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement et qui pose souvent question, notamment dans les contextes actuels et encore plus en ce moment. Nous, ce qu'on explique aussi, c'est que la neutralité, c'est aussi l'image du groupe et c'est la valorisation de tout ce qu'on fait à côté. Donc, on l'appuie vraiment sur aujourd'hui, on est un groupe responsable, on est une entreprise qui s'engage sur les sujets, c'est à valoriser dans nos communications auprès de nos parties prenantes et dans la valorisation de nos offres aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer au COMEX que pour l'image du groupe, c'est essentiel et voilà. Et en général, ça marche. Ce n'est pas forcément facile parce qu'évidemment, il y a des coûts importants associés, mais en général, ça marche plutôt bien quand on parle d'image et puis après, si on met un peu la petite banderole risque réputationnel derrière en expliquant que si on arrête tout du jour au lendemain, ça va être compliqué, généralement ça passe. Merci. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Il est déjà 20, sauf si un des intervenants a vu passer des questions que j'aurais peut-être oubliées et qu'il pense être très intéressantes. Sinon, on va pouvoir terminer. Dans tous les cas, le webinaire sera disponible en replay. On vous enverra le lien. Écoutez, je voulais remercier tous les intervenants et tous les participants au webinaire. Si certains veulent dire un dernier mot, c'est le moment parmi les intervenants. Sinon, je vous remercie à tous et on vous enverra un mail aux participants avec les supports qui ont été utilisés et les contacts si jamais vous voulez continuer les discussions avec nous, notamment pour les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Juste des remerciements pour ma part aussi. Parfait. Merci. À nos intervenants, à nos amis de Pur Projet et vous dire à tous de bien vous porter. Pareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.